Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour cette première édition de l'invité de Malraux. Bienvenue à vous aussi qui regardez cette rediffusion. Toute première émission, je le rappelle, j'en suis très heureux. Et on rappelle aussi également pour ceux qui ne connaissent pas l'émission encore, malgré le travail de la com, l'invité de Malraux, tout est dans le titre, c'est l'établissement, le lycée français André Malraux qui invite des icônes, des personnalités, des célébrités marocaines ayant réussi dans plusieurs domaines. Ça peut aller de la politique à l'économie, les médias ou même le sport. Médias, aujourd'hui en témoigne le premier invité, M. Tijini, bonsoir. Bonsoir, M. Mohamed Ali. C'est un grand honneur de vous avoir parmi nous. Tout l'honneur est pour moi et je tiens à vous remercier et vous féliciter pour cette initiative et remercier également votre équipe technique qui vont nous accompagner dans l'enregistrement de cette émission. Et je remercie tout particulièrement le lycée français André Malraux pour cette aimable invitation. Ils m'ont fait vraiment l'honneur de débuter cette série de conférences. Je suis très, très honoré. Je remercie Madame la proviseure et son adjointe qui m'ont accueilli généreusement. Et je remercie les téléspectateurs, les élèves qui vont nous revoir dans les vidéos. Et ils vous remercieront également. Petite précision avant de commencer. Nous ne portons pas nos masques, mais bien évidemment, il faut rappeler que cette émission est tournée dans le cadre du respect des consignes de sécurité, voilà, dû aux circonstances actuelles. Maintenant que ce rappel a été fait, on peut plonger, on peut plonger dans l'émission en tant que telle. Monsieur Tijini, ou C. Tijini, comme les gens aiment vous appeler ici, il est inutile de le rappeler, mais bon, on le fait aussi pour ceux qui ne vous connaissent pas. Célèbre animateur télé, anciennement sur la SNRT, la Une, avec une émission politique hebdomadaire, numéro 1 des visionnages, Daif El Oula, et aussi fondateur de la chaîne belgo-marocaine Maghreb TV, de centaines de milliers de followers sur les réseaux, ça c'est même pas la peine de le rappeler. Alors, contez-nous un peu votre histoire, voilà, comment Monsieur Tijini en est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui? Vous avez oublié que je suis aussi fondateur et patron du site du magazine d'information arabe ici en ligne, HKM, dans lequel vous avez effectué un stage d'une semaine l'année passée, je crois. Il faut le mentionner aussi, journal en ligne HKM d'actualité marocaine. Oui, j'ai fait mon stage là-bas, c'était un très bon stage, j'en garde de très bons souvenirs. Nous aussi. Et donc je vous remercie, M. Mohamed Ali. Moi, je vais vous le dire d'emblée, moi je suis quelqu'un de très timide. Donc me prêter à cet exercice pour parler de moi, c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Moi, j'ai l'habitude d'interroger les gens, des personnalités politiques et autres. Je le fais avec beaucoup d'aisance, mais parler de moi, c'est jamais un exercice facile. Donc, j'espère que je vais être à la hauteur de vos attentes. On en est certain, vous le serez, ne vous inquiétez pas. Donc, pour votre expérience personnelle, comment ça a commencé? Comment ça a débuté? Comme tout le monde, donc moi, je suis natif d'une petite ville qui se trouve au nord-est du Maroc, c'est la ville de Berkane. C'est une petite ville, mais qui a donné de grands hommes à ce pays, et de femmes aussi. Donc, il faut rappeler que moi, je suis très fier de mes origines. Et c'est vrai que quand on n'est pas du centre du Maroc, de Fès ou de Rabat ou de Casablanca, généralement, on se sent un peu marginalisé. Mais on veut dire que même si on vient des contrées qui sont très éloignées de là où ça se passe dans la vie quotidienne, bien parfois on peut réussir dans la vie. Donc moi je suis venu d'une petite ville agricole où il y avait une présence française, coloniale, au tout début, même avant même le protectorat. Donc c'est une ville agricole, il y avait des colons français qui ont participé à la dynamisation de ce petit patelin qui est devenu une ville. Et on a eu l'instauration du premier lycée français de l'époque, d'une église. Donc la présence coloniale a participé à la richesse et à la dynamisation de ce petit patelin agricole. Donc on a connu l'étranger bien avant l'indépendance, c'est très riche pour nous. Donc je viens de cette petite ville où j'ai fait mes études primaire, secondaire, et puis je suis parti terminer mes études supérieures, universitaires, à Oujda, où j'ai fait le droit. Donc j'étais normalement destiné à suivre une carrière, ou à entamer une carrière juridique, professionnelle par après. Mais donc, quand j'ai terminé ma licence en droit à Oujda, j'ai décidé de continuer
ou de poursuivre mes études supérieures à l'étranger, à l'Université libre de Bruxelles plus précisément. Et il faut dire que à l'époque, comme je viens d'une petite ville, d'un milieu très modeste, donc ma mère est infirmière, de parents divorcés, donc je vivais avec ma maman, des moyens très modestes. Et à l'époque, c'était pour nous plus facile de partir à l'étranger. C'était plus facile pour moi à l'époque d'aller à Bruxelles ou à Paris ou à Amsterdam pour poursuivre mes études par exemple, que de venir par exemple à Rabat. Parce que, bien sûr, parce qu'à Bruxelles, j'avais des réseaux familiaux, j'avais des amis, des voisins qui pouvaient m'accueillir, qui pouvaient m'aider à faire des choses. Donc, c'est pour dire que les choses n'étaient pas toujours faciles pour moi. Et donc, j'ai décidé de partir à Bruxelles pour terminer mes études. Vous avez une famille qui m'a accueilli, qui m'a aidé à débuter ma petite carrière belge. Et donc, j'ai continué mes études universitaires à l'Université libre de Bruxelles, où j'ai pu obtenir un diplôme de 3e cycle en droit public et administratif. Très bien, un parcours universitaire somme toute assez atypique pour quelqu'un qui était censé faire du droit, vous retrouver en tant que personnage médiatique. Donc jusqu'à maintenant, normalement, je suis décidé à faire du droit, donc je continue, j'ai fait une spécialisation en droit, et après mes études, effectivement, j'ai travaillé comme juriste dans un cabinet ministériel à Bruxelles. Donc la chance a voulu que je sois marocain, que je parle l'arabe. On voit que la langue arabe, l'apprentissage, la connaissance de la langue arabe peut aider même dans la capitale européenne, parce que le ministre pour lequel j'ai travaillé était un ministre bruxellois chargé du commerce extérieur, et le gouvernement bruxellois avait des attachés commerciaux dans le monde, mais également dans quelques pays arabes. Donc ils avaient besoin de quelqu'un qui parle un peu français et l'arabe pour être le lien entre ces attachés commerciaux bruxellois dans les pays arabes et l'administration bruxelloise. Oui. Donc j'ai pu comme ça travailler dans un cabinet ministériel. Oui, donc en soi l'arabe c'était vraiment une force, ça a été un avantage pour vous. Voilà. Donc en quelque sorte on peut dire aux élèves ici de ne pas lâcher l'arabe. Jamais, jamais. Il faut toujours apprendre les langues, ça c'est devenu quelque chose de très 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 important dans la vie. Et l'arabe aussi, parce que elle fait partie des langues principales maintenant du monde contemporain. Très bien. Et bien, vos études de droit à Bruxelles, est-ce que, bon, vous l'aviez dit, vous venez d'un milieu modeste, hein, donc voilà, il y a la question que les jeunes se posent généralement, c'est bien sûr, je vais pas. Pour certains, ils auront cet avantage, cette chance de pouvoir payer leurs études de la poche des parents, généralement, mais certains accompagnent le paiement de leurs études avec un petit job. Est-ce que c'était votre cas? Eh bien, c'était toujours mon cas. Je n'avais pas le choix. Donc, heureusement, moi, j'ai fait mes études dans l'enseignement public à l'époque. Je n'avais pas besoin de payer quoi que ce soit. Mais quand j'ai commencé mes études universitaires à Oujda, c'était un peu plus difficile. Donc, malgré une bourse d'État, c'était une bourse plutôt symbolique, autre chose. Donc, ma maman me soutenait, on va dire, modestement. Et donc, voilà, tant bien que mal, j'ai pu terminer mes études avec les moyens du bord. Mais une fois étant à l'étranger à Bruxelles, là, j'avais pas d'autre choix que de travailler et d'étudier en même temps. Donc, j'avais pas d'autre option. Donc, parce que je n'avais pas une bourse. Parce que combien même on a des amis, une famille, donc ces gens ne peuvent pas vous soutenir pendant des années à terminer vos études. Donc j'avais la chance d'être dans un pays européen accueillant, comme bien d'autres pays européens bien sûr, et qui donne la chance aux étudiants de travailler, de faire des jobs étudiants, comme on les appelle, de travailler et de poursuivre en même temps leurs études. Ce que j'ai travaillé dans des restaurants, j'ai fait la planche. Je travaillais comme serveur dans des restaurants. J'ai fait du nettoyage dans des sociétés de nettoyage. J'avais un cousin qui était inspecteur d'équipe. Donc c'était très facile pour moi pendant l'été de trouver un mois. Parce que généralement, les heures d'été étaient très bien payées. Et donc, j'ai fait beaucoup de jobs étudiants. J'ai travaillé à l'aéroport aussi de Zaventem. Je ramassais les chariots, je les rangeais, etc. J'ai fait beaucoup de jobs et je travaillais dans des snacks. C'était l'époque, pour moi, c'était une très belle époque parce que
Dans cette job, je me retrouvais, je construisais ma personnalité. Il y avait d'autres étudiants qui travaillaient avec moi. C'était des doctorants généralement, c'était des personnes qui faisaient des hautes écoles, des personnes qui sont devenues des ingénieurs, des médecins et qui sont passés par là. Et donc, voilà. Donc, j'ai même travaillé au Palais Royal belge. Tiens. Voilà, avec un plumeau, je nettoyais un peu les côtés de Louis XVI, etc. C'est une leçon d'adaptation pour tous les élèves qui comptent prendre la même voie que vous. Voilà, on le rappelle pour les élèves, aller à l'université, c'est pas tout simplement retenir des leçons et bachoter et avoir des connaissances académiques, c'est aussi toute une vie sociale, toute une construction sociale. Comment ça s'est passé? Le plus important, Mohamed Ali, c'était pas le travail. Parce que le travail, pour moi, c'était un moyen de financer les études. Oui, bien sûr. Il faut toujours garder l'objectif principal, c'est terminer ses études. Et les terminer bien. Et donc, tout le reste, c'est un moyen pour y arriver. Donc, on peut travailler dans n'importe quoi, mais du moment qu'on le fait juste pour arriver à notre objectif principal. Oui, et je me doute bien qu'il y avait des associations, des clubs dans cette université. Est-ce que vous en faisiez partie? J'étais très actif dans la vie estudiantine à l'université en Belgique. Donc, parce que j'avais la chance de travailler le week-end, comme job étudiant, mais j'avais toute la semaine quand j'étais à l'université et de participer et ça, pour moi, c'était très important. Je trouve que la personne, quelle qu'elle soit, c'est bien qu'elle étudie, c'est bien qu'elle étudie bien, qu'elle fasse ses devoirs, qu'elle fasse des petits jobs, mais pour la construction de sa personnalité, de son identité, de sa personne, elle doit s'investir dans la vie sociale active, que ce soit à l'université ou à l'extérieur de l'université. Si elle le fait dans l'établissement scolaire, c'est bien, comme vous le faites aujourd'hui. Et il se fait qu'à l'université, on le faisait à grande échelle. Par exemple, j'ai trouvé des structures dans lesquelles je me suis facilement intégré parce que j'avais cette volonté de servir aussi. Et donc, j'étais le président du cercle des étudiants étrangers à l'université de Bruxelles et à ce titre, je siégeais dans des commissions des affaires sociales et culturelles de l'université de Bruxelles où je pouvais donc m'épanouir personnellement, mais aussi contribuer à la vie de l'université, comme vous le faites maintenant à votre échelle. Et donc, c'est aussi une expérience importante qui a façonné ma personnalité, qui va peut-être m'aider dans le parcours professionnel que je vais avoir par après. Très bien, c'est un conseil à prendre, toujours essayer de s'engager du mieux qu'on peut dans des activités au sein de l'université. Si j'ai le choix entre passer mon temps à surfer sur mon smartphone, sur mes Snapchat et TikTok, et m'engager activement dans le travail associatif, scolaire, etc., je préfère ce volet-là. Oui, j'imagine que le choix est vite fait à ce niveau-là. Donc, au niveau de vos études, des anecdotes particulières à raconter? Ce n'était pas facile au début, parce que moi, j'ai fait mon parcours scolaire en arabe. Et donc, du coup, je me retrouve tout de suite dans une université en parle français. Donc, voilà. Et voilà. Il faut s'adapter, il faut comprendre, il faut s'exprimer. Donc, comprendre, je comprenais très bien, mais m'exprimer, c'est très difficile au début. M'exprimer dans un langage juridique élaboré, tout ça, c'était pas facile. Donc, mais quand la volonté est présente, quand vous dites que c'est ce que vous voulez faire, avoir une carrière, avoir une formation juridique, parce que moi je pensais à la justice, j'y croyais vraiment, j'étais très fier, très honoré de faire des études de droit qui n'étaient pas données à n'importe qui, et penser qu'il y a aussi les attentes de la famille derrière, des gens qui ont contribué financièrement au début à votre parcours scolaire, à ce que vous partez en Europe pour étudier, etc. Donc vous vous sentiez doublement responsable. Oui, responsabilité. Donc, voilà, ce qui m'a permis de persister dans mon parcours. Oui, voilà, il fallait trouver la volonté de continuer d'avancer. D'ailleurs, tant qu'on parle de volonté, nous, moi personnellement, je prends mon cas, je sais que je trouve ma volonté dans ces choses-là, mais aussi dans des modèles, des grandes figures de ce monde que j'essaie de marcher sur leurs traces, mais aussi. Est-ce que c'était votre cas à cette époque-là? Vous aviez des modèles? J'avais des modèles. J'avais le modèle d'abord ma maman.
qui a beaucoup travaillé donc, pour ses enfants et donc qui s'est sacrifié pour nous. Donc j'avais cette responsabilité. Donc ce n'est pas que mon cas. Donc il y a d'autres. Ce n'est pas que mon exemple. Il y a beaucoup de parents marocains, malheureusement et heureusement, ils ont presque tout sacrifié pour leurs enfants, encore aujourd'hui. Donc normalement, voilà, on était bien éduqués pour être conscients de leur sacrifice et de leur être redevable de quelque chose. Et de leur être au moins redevable, d'accomplir un peu de leur être au moins redevable, de réussir un parcours scolaire pour lequel ils se sont sacrifiés. Ils se sont donné corps et âme, c'est la moindre des choses à faire pour ce genre d'initiative. Donc, vous êtes présentateur télé, animateur, des métiers autour des médias. On parle beaucoup en ce moment, voilà, dans ces années-là, vers 2020, on parle beaucoup d'une révolution dans la télévision, que certains auraient une opinion comme quoi les jours de la télé seraient comptés et que le web risque de prendre sa place. Est-ce que vous avez un avis là-dessus pour les élèves qui voudraient par exemple travailler dans les médias? Est-ce qu'au final ce ne serait pas une mauvaise idée de plutôt se tourner vers le web que vers la télé? C'est déjà le cas, donc ils ne se tournent pas vers le web, ils sont déjà dans le web. Et je dirais même qu'ils sont absorbés par le web. Parce que malheureusement, on ne contrôle plus notre accès au web. On se fait dévorer par le web. Mais peut-être revenir, mettre... on va parler de la télé, peut-être les gens qui ne connaissent pas, leur expliquer un peu le cadre général. C'est que après mes études universitaires à l'ULB, donc j'ai travaillé dans un cabinet ministériel, je travaillais dans des administrations publiques. Et puis un jour, parce que j'étais toujours intéressé on va pas par la télé, mais par l'animation de manière générale. Il faut rappeler que même pendant mes études secondaires à Berkane, j'étais très actif dans ce qu'on appelait à l'époque la maison de la jeunesse et des sports, et je faisais du théâtre. Malheureusement, c'est une époque qui est révolue, parce que moi, à votre âge, donc, même si on était dans une petite ville, c'était un autre monde, hein. C'est plus le même monde qu'aujourd'hui. Et donc à l'époque, heureusement, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de smartphone, etc. Pour s'occuper, donc on allait dans une maison de jeunesse et des sports. Et là, il y avait beaucoup d'attention qui était d'apporter aux jeunes. Et donc on était actifs dans des troupes de théâtre, de quartier, etc. Et même à l'école, j'étais très actif j'avais ma propre troupe de théâtre dans l'établissement où j'étudiais, où j'ai poursuivi mes études secondaires. Et donc j'ai continué. Et donc, même après mes études universitaires à l'ULB, même quand j'ai conduit, j'ai toujours gardé cette envie de faire de l'animation. Et puis, l'occasion m'a été présentée de produire et d'animer une émission pour les Marocains, une émission télé pour les Marocains de Bruxelles, sur une chaîne flamande locale. Et donc, j'ai dit, tiens, pourquoi pas? Donc, j'avais aucune expérience dans la télévision. Et donc, j'ai commencé à animer une émission de télévision. Je l'ai fait pendant quelques mois. Et j'ai beaucoup aimé faire ça. Par après, l'occasion m'a été présentée de travailler comme conseiller dans un autre cabinet ministériel pendant 4 ans. Et tout au long de ces 4 ans, je n'ai pas cessé de réfléchir et de continuer à m'imaginer plutôt comme étant un animateur de télévision, de journaliste. Donc j'ai travaillé sur ça, parallèlement à mon travail politique dans le cabinet ministériel d'un ministre, et j'ai fini par fonder la première télévision pour la communauté maghrébine de Belgique, qui est une télévision câblée, qui se trouve sur le câble, et donc c'est une télévision qui tourne 7 sur 7, 24 sur 24 depuis maintenant 10 ans, qui s'appelle Maghreb TV. Donc j'avais un rêve qui est devenu réalité. Donc je l'ai travaillé, je l'ai conçu. Et donc maintenant je suis fier d'être fondateur de la première télévision maghrébine de Belgique câblée.
Et donc voilà, d'où l'intérêt maintenant que j'ai pour la télévision. Et c'est sur cette chaîne que j'ai continué à animer des émissions de télé, raison pour laquelle la première chaîne de télévision marocaine m'a invité à animer un show, une émission politique, avec l'invité de la première. Et donc je continue de faire de la télé. Mais vous avez raison, maintenant l'avenir, c'est plutôt pour le web, c'est plutôt pour tous ceux qui se retrouvent sur le smartphone. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile de voir des chaînes de télévision qui arrivent. On peut dire que les smartphones et Internet ont des jours ravis devant eux. Et pour revenir à ça, pour revenir à votre avenir, à votre parcours, est-ce que vous pensiez, moi je me pose la question quand je regarde ces grandes personnes, ces grandes figures, je me dis, est-ce que leur avenir était tout tracé ou est-ce que ça a connu beaucoup de grands virages par moment? Est-ce que vous avez été pris de ces périodes-là de grands doutes où il a fallu manœuvrer et prendre un tout nouveau chemin? Non, mais comme vous l'avez très bien compris depuis le début, mon avenir n'était pas tout tracé. Donc, et c'est ça l'intérêt d'avoir, l'importance d'avoir une formation, d'être bien encadré dès le départ. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir évolué dans une famille qui m'a enseigné des valeurs et d'avoir rejoint des associations qui m'ont enseigné l'action citoyenne, l'engagement citoyen, l'engagement culturel. Donc j'avais des outils qui m'ont permis, même jeune dans mon enfance, de grandir avec des valeurs. Que bien sûr, je les ai fait évoluer à l'université, où j'étais aussi engagé, plus ou moins socialement et politiquement au Maroc, à Oujda, puis, comme je vous l'ai expliqué, à Bruxelles. Et donc, j'étais bien outillé pour entamer cette carrière semée d'embûches. Donc, moi, j'étais capable, par exemple, de me retrouver à Bruxelles. Ça m'est arrivé où je n'avais pas les moyens d'acheter un sandwich pour manger la journée. Donc, où je devais absolument travailler pour payer mon loyer. Moi, il m'est arrivé où j'étais membre de la commission de recours des affaires sociales à l'Université de Bruxelles. C'est une commission de recours pour les gens qui ont introduit, des étudiants qui ont introduit des demandes pour recevoir l'assistance sociale, de l'aide sociale, à qui on leur refusait, puis ils faisaient un recours devant cette commission, où je siégeais avec le vice-recteur. Et donc, à ce moment-là, on octroyait des aides financières, par exemple, à des étudiants. Au même moment, moi, je n'avais pas de quoi payer mon loyer. Et donc, moi, j'étais très heureux de faire ce que je faisais. Mais malgré ça, quand vous êtes bien outillé, quand vous êtes encadré, quand vous avez des valeurs dans la vie, quand vous avez un engagement citoyen qui est présent dans votre action quotidienne, malgré les problèmes que vous rencontrez dans votre vie, vous saurez les surmonter facilement. Parce que vous avez un background, rien ne peut vous entamer. Donc moi, quand je vois malheureusement beaucoup de jeunes qui sont intelligents, qui peuvent aller très loin, qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, et c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, mais qui passent plus leur temps sur les réseaux sociaux, à chatter, à perdre leur temps, je me dis que s'ils ne font pas ça au minimum, s'ils ne font pas ça, s'ils ne s'engagent pas parallèlement à ça dans une vie plus sociale, plus active pour forger leur personnalité, pour s'encadrer, ce serait dommage. Oui, dommage en effet. On poursuit là-dessus. Peut-être avez-vous des conseils que peut-être durant votre vie, vous est arrivé des situations où vous vous dites ça, il ne faudra pas que ça arrive à d'autres gens. Peut-être des conseils à donner aux futurs étudiants qui nous regardent? Oh, vous savez, je vous dis, jamais ne reporter ce que vous pouvez faire aujourd'hui à demain. Ça, je vous le dis, mais ce n'est pas facile à faire. Moi, je reporte toujours. Malheureusement, généralement, je reporte toujours. Ce n'est pas facile, mais il faut juste avoir une volonté et persévérer dans la vie. Et faire son propre choix. Et se dire que la vie, il y a beaucoup de choses bien dans la vie qu'on ne connaît pas.
Donc on a intérêt à découvrir. Malheureusement, je vais donner un exemple. Quand je fréquente des parents ou j'entends des jeunes, généralement, les parents, ils espèrent, comme tout parent, il se respecte, il veut toujours le bien pour ses enfants. Donc, mais pour lui, le bien, c'est que son enfant devient soit, à l'issue de ses études, soit médecin, soit ingénieur, soit businessman, au minimum. Donc, mais je me dis que les enfants, peut-être, généralement, ils veulent faire autre chose, mais ils doivent d'abord explorer ces autres choses et l'exprimer à ses parents. Et peut-être que vous gagnerez peut-être à devenir un homme important, un homme intéressant si vous faites autre chose qu'ingénieur et médecin. Il n'y a pas que ça. Et donc, il faut se forger, il faut se faire toujours sa propre opinion, être capable de la défendre. Parce que j'imagine bien que ce n'est pas facile de convaincre son papa de devenir, de faire sa carrière dans le théâtre, par exemple. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de parents qui voudraient que leur enfant devienne acteur ou comédien dans une troupe de théâtre qui va faire la tournée du Maroc. C'est déjà, ça ne paye pas bien, ça ne paye pas bien du tout. Mais parfois, c'est bien de devenir artiste, de devenir comédien ou de faire autre chose. Mais il faut être vraiment convaincu et savoir le défendre. Oui, et c'est là qu'on voit la différence entre tout simplement métier par nécessité ou par appât de l'argent ou tout simplement une vocation. C'est un peu le journalisme, c'est beaucoup plus une vocation qu'un métier. Non, mais c'est le monde matérialiste qui veut que la personne doit tout de suite devenir rentable, doit tout de suite gagner de l'argent. Généralement, c'est ça la mentalité qui anime les parents. De bonne volonté, ils veulent que leurs enfants réussissent leur carrière et gagnent beaucoup d'argent. Et de préférence très vite. Moi, je pense que la personne, les étudiants, par exemple, même s'ils font des études universitaires ou je ne sais pas quoi, s'ils pensent pouvoir être utiles à la société, tout en étant satisfaits de ce qu'ils veulent faire, et de faire autre chose que ce qu'ils étaient prédestinés, c'est bien, ils doivent le faire. Moi, j'étais destiné à devenir juriste, avocat ou travailler au minimum dans une administration, dans le service juridique ou ailleurs, ou en politique. J'ai fait de la politique. Mais j'ai décidé à un certain moment de faire de la télévision parce que j'aimais ça et je voulais faire ça. Et je ne me suis pas dit que je vais gagner de l'argent avec ça. J'ai dit je vais faire ça parce que moi j'aime, parce que c'est bien. Donc si tout le monde dit je veux faire ça, je veux faire quelque chose parce que j'aime bien et parce que je me sens utile à servir mon prochain et la société, je crois que c'est une valeur qu'il gagnerait d'être plus partagée. Oui, là on voit un très bon conseil, un conseil solide que je pense tout le monde retiendra. Mais si tu peux devenir un bon ingénieur, tant mieux, c'est bien aussi. Pourquoi pas. Et parlons de conseils, maintenant parlons d'erreurs, parce qu'on fait des erreurs. Peut-être vous en avez fait sûrement avant. Beaucoup. Oui, est-ce que vous pourriez nous aider à éviter de refaire ces erreurs peut-être? Non, mais il faut faire des erreurs dans la vie. C'est la question à ne pas poser. Moi, je ne vais pas... Parce que mes erreurs, c'est des choix personnels. Donc, mes erreurs, ils peuvent avoir un impact négatif ou terrible pour moi, mais les mêmes erreurs pour vous peuvent avoir un effet, sans plus. Donc, vous êtes obligé de faire de toute façon des erreurs. Mais il faut déjà bouger pour pouvoir avoir la chance de faire des erreurs. Donc, c'est parce que si on ne fait rien, on ne fera jamais d'erreurs. Donc, les erreurs, vous allez faire toute votre vie, jusqu'à votre mort. Ne vous inquiétez pas. Et de vouloir penser que vous allez faire une carrière sans faute, je pense que ce n'est pas une bonne question. Si je dis comment vous pouvez m'aider à réussir, comment je peux réussir, etc. Mais ne pas poser la question de manière négative. On s'en fout, il faut faire des erreurs. Maintenant, je vous dis ça, c'est facile. C'est facile à dire. N'oubliez pas que moi aussi, je suis parent, j'ai 2 enfants, 19 ans et 17 ans, et quoi que je dise, je peux paraître maintenant d'être un parent idéal et tout ça, mais le parent marocain, il est toujours là, il ressort. Et parfois, moi-même, étant très libéral dans mon idée de voir mon enfant passer plus de temps sur sa tablette ou sur son smartphone, et quoi que je me retienne, je finis toujours par faire une petite remarque à mon fils, et je sais que
ça le déplaise, mais bon, ça c'est le parent. Bon, c'est pour son bien. C'est pour son bien. Tout à l'heure, vous parliez de chance, à avoir la chance et ne pas avoir peur de faire des erreurs. Parlons de chance. Est-ce que vous considérez, vous, que la chance y est peut-être pour quelque chose dans... Toute ma vie est une chance. Ah, Il y a d'abord la chance, et puis moi j'essaie de la saisir. Donc, mais toute ma vie est une chance. Moi, j'ai évolué dans une famille très modeste. Très modeste. Et donc, je ne suis pas le seul exemple. J'ai encore rencontré une personnalité cet après-midi, une personnalité marocaine très, 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 très importante, qui était fils de mineur, qui n'avait presque rien. Donc, je vous passe le détail comment il a évolué. Il est devenu une très, très grande personnalité. Mais il a étudié. Il a eu la chance d'évoluer comme moi. Donc, je ne suis pas le seul exemple. Donc, ma vie était une chance. Déjà de voir le jour, c'était une chance. Pouvoir avoir la chance d'aller à cette maison de jeunesse et de sport, de rencontrer des jeunes qui m'ont aidé à faire le théâtre, et qui m'ont encadré, c'est une chance. À partir à l'étranger, pouvoir, sans rien, malgré ça, continuer ses études et travailler et rencontrer sa femme, c'est une chance. Mais vous avez toujours des occasions qui vont se présenter un peu comme ça. Votre devoir, votre intelligence, c'est de saisir toujours la chance. Peut-être que j'ai raté d'autres chances. Mais c'est la vie. C'est la vie. Oui, donc, mais il ne faut jamais regretter. Il faut continuer, il faut suivre. Saisir les chances et ne jamais regretter, c'est saisir les quelques chances qui se présentent à vous. Très bien. Et, cela dit, c'est bien aussi d'avoir un objectif, un programme, et suivre les étapes que vous avez décidées pour votre vie. C'est toujours mettre bien. Toutes les chances de notre côté. Et accepter le destin. Accepter le destin que parfois, au cours de votre parcours, vous rencontrez d'autres personnes ou il vous arrive d'autres choses qui peuvent faire basculer votre vie. Et l'accepter et continuer. Très bien, mettre les chances de tout son côté, c'est quelque chose qu'on retient, qu'on nous conseille souvent. Est-ce que vous avez fait quelque chose, vous, dans ce sens-là, de prévoir, par exemple, vos études avant de vous y rendre dans ce pays, en Belgique? Est-ce que vous avez peut-être prévu des choses et par prudence, on va dire, vous êtes attendu à certaines choses, vous vous êtes dit qu'il faudra que je fasse ça, ça et ceci et cela? Oui, je voulais terminer mon parcours scolaire et obtenir un doctorat en droit. Ça, c'était mon objectif premier. Et puis après, donc, j'ai eu mon diplôme de 3e cycle. Et j'ai dit que, compte tenu des circonstances, que j'avais pas les moyens parce que les études doctorales, ça prend beaucoup de temps, presque 5 ans en moyenne, à Bruxelles, et qu'il faut avoir des ressources financières pour financer ces études, parce qu'on se consacre à plein temps, que je n'avais pas ces moyens. Et qu'en même temps, je devais aussi aider, j'avais d'autres responsabilités familiales. Donc, il fallait à un certain moment que je fasse un choix, que j'arrête ces études, et que je travaille pour soutenir ma famille qui m'a soutenu au début. Donc voilà, c'est ça. Et voilà, je voulais peut-être faire plein d'autres choses, mais c'est très bien. Donc je dis, il faut avoir des objectifs et des rêves. Il faut avoir des rêves dans la vie. Si on arrive à réaliser quelques-uns de ces rêves, de ces objectifs, tant mieux. Et toujours s'adapter. Et le rêve, c'est quand même... Et s'en fout si jamais vous n'arrivez pas à réaliser votre objectif premier. Je sais que ça prend beaucoup de temps à réfléchir, à se faire tout un projet, mais si vous n'arrivez pas à le réaliser, c'est pas grave. Parce que n'oubliez pas que pendant ce moment où vous alliez le réaliser, vous avez acquis de l'expérience. Rien n'est perdu. Donc cette expérience, vous pouvez l'exploiter à vous adapter, à modifier vos projets, à faire autre chose. Donc il faut vivre le jour. C'est bien d'avoir une vision, un objectif, mais il faut vivre le jour le jour. Il faut s'adapter aux aléas de la vie. Et n'oubliez pas que chaque jour passé, c'est une expérience acquise. Très bien, rien ne se perd. Et jamais se sous-estimer. Jamais. Et dire chaque jour passé, on se renforce. On devient encore plus fort. Et voilà, on continue à vivre.
Oui, très bien, ce sont de sages paroles, on va dire. Moi, je me souviens, pour toujours en revenir à mon expérience personnelle, parce que malheureusement, je ne connais pas encore celle de mes camarades, je sais que dans un besoin de mettre toutes les chances de mon côté pour mes études, mes parents sont souvent derrière moi à me donner des conseils, des remarques, à faire ah, tu devrais plus étudier ceci, ah, tu devrais plus faire cela, toi qui veux aller là-bas. Et je sais que mon père insiste énormément sur la lecture des livres, il faut lire de tout, il faut lire des auteurs, des philosophes, des penseurs, etc. Ça élargit la vision, etc. Est-ce que vous conseillez des livres, conseillez de lire, et si vous avez des conseils de lecture pour ceux qui souhaitent entreprendre la même voie que vous? D'abord, votre papa n'a pas tort. Donc voilà, si on lit, et beaucoup, c'est toujours bien. On forme notre esprit, bien sûr, on forme notre personnalité, mais on structure aussi notre cerveau. Il faut dire que la lecture sert aussi à structurer votre cerveau. Donc la construction du texte se traduit dans votre cerveau. Donc votre cerveau s'accapare cette traduction, cette structure du livre, et vous allez beaucoup gagner à bien vous exprimer, à bien organiser vos idées, etc. Comme dans un livre. Et ça vient avec beaucoup de lecture. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, comme je vous l'ai dit, avec les smartphones, avec la télé, avec le web, ça devient de plus en plus difficile. Les gens le lisent moins, parfois presque plus. Et j'ai le même problème avec mes enfants. C'est le même. Heureusement qu'à l'école, on leur donne encore des livres à étudier obligatoirement pour leur cursus, et c'est tant mieux. Et moi, je conseille à André Malraux, s'il peut continuer à, non pas conseiller, mais obliger les enfants dans leur cursus de lire certains livres. Et c'est comme ça qu'on leur donnera peut-être envie de lire et de lire presque quotidiennement. C'est très important. Oui, très important. Donc, pour résumer, si on devait résumer les valeurs et les conseils, responsabilité, avoir de la passion pour ce qu'on fait, être engagé, se donner à fond, avoir des rêves, ne pas avoir peur, avoir confiance en soi, mettre toutes les chances de son côté, surtout penser à l'avenir, mais aussi vivre au jour le jour. C'est de très belles paroles que vous nous donnez ici. Et franchement, ce que fait André Malraux par cette activité, c'est très bien, parce que les activités parascolaires, c'est ça qui participe à la structure de la personnalité des élèves. Donc c'est bien de venir sur des cours. Ce sont des cours obligatoires parfois. Pour certains jeunes, malheureusement, c'est comme si c'est une corvée. Ils sont obligés de suivre les cours. Et je trouve que l'école doit peut-être plus continuer dans cette voie d'encourager les jeunes à faire des activités parascolaires. Pas que du sport, mais est-ce que vous faites par exemple des troupes de théâtre, des troupes de musique? Je suis convaincu que ça participe de l'élaboration, de l'évolution du mental et de la personnalité des élèves. Et quand ils grandiront, et ça va leur servir quand ils grandiront par après. Eh bien, de sages paroles pour conclure au final. Il ne faut pas oublier de laisser une certaine place à la vie parascolaire pour l'élève. Il ne faut pas se concentrer que sur la vie académique. Non, pas du tout. La vie académique, c'est bien, très important. Mais tout ce que vous pouvez faire à côté de vos études, comme activité culturelle, comme engagement citoyen, faire du bien, s'engager dans un sort, aider les personnes démunies, c'est pas soutenir, faire des actions caritatives, faire du culturel, ça participe à l'évolution de la personnalité de la personne. C'est très important. Plus on le fait plus on devient une personne valable dans la société, je trouve. Devenir une personne valable, eh bien, voilà, c'est ainsi que se conclut un peu cette entrevue. Merci encore une fois, merci beaucoup pour M. Tiji pour votre participation, et merci encore à toute l'équipe derrière la caméra. Je pense à Clarisse, je pense à Kenza, je pense à M. Mehdi, je pense à M. Anwar, Madame la proviseure adjointe. Merci à tous pour avoir rendu ce projet possible. Et merci enfin à vous qui regardez cette rediffusion.
N'oubliez pas que la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est la partager autour de vous, la montrer à votre entourage. Parce que si vous êtes en proie à ces doutes quant à votre future carrière, nul doute que d'autres personnes le sont aussi. Et voilà, quant à moi, j'espère vous revoir. J'espère que ce n'est pas la dernière émission. J'espère vous revoir sous de plus bonnes, si ce n'est de bien meilleurs augures. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Merci. Et permettez-moi de vous remercier, Mohamed Ali. Vous avez fait ça très bien, comme un pro. Donc voilà, votre carrière est déjà. On laisse faire. Merci à l'équipe technique, merci à l'équipe Malbourg. Et voilà.